Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Bonjour et bienvenue à la PAP. Comme nous vous l'avions promis lors de l'atelier du 29 septembre sur la gouvernance partagée, la GP, la PAP vous propose une suite. Donc en fait, sur la base des apports de nos intervenants, qui étaient très très riches, nous avons mené des travaux en interne de la PAP et donc nous avons échangé, confronté à nos pratiques, à nos expériences et puis intégré ces apports. Et c'est dans l'ADN de la PAP d'explorer, de trouver des pépites, de les croquer, de les intégrer et de les enrichir et d'enrichir notre culture de la PAP. Bon. Et ce soir, pour présenter ces résultats, je suis heureux d'accueillir Cécile, Jean-Louis. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Du coup, Cécile, tu souhaitais nous parler des points clés identifiés pendant cet atelier. Oui, tout à fait, Thierry. Donc, je vais commencer par le premier point clé qu'on avait retenu. Donc, c'était la difficulté. Parce qu'en fait, c'est elle qui est à l'origine de la gouvernance partagée. Donc, le projet vient d'en haut avec une prise de conscience d'un leader. Le projet peut viser à améliorer le collectif, comme chez WebRatrio ou l'entreprise Techné, ou bien il peut viser l'organisation, viser à sauver l'organisation face à des risques majeurs, comme dans le cas de Poult ou Chronoflex. Après, deuxième point, c'était l'intention donnée. Déjà pour qui? Est-ce que c'est pour les salariés, pour le patron, l'entreprise ou bien pour la société en général? Ensuite, c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est pour gérer une crise, pour développer les personnes? Est-ce que c'est aussi pour réenchanter le travail? Enfin, par qui? Est-ce que ça vient d'un leader libérateur ou conscient? On se pose également la question de la place des émotions dans la gouvernance partagée. C'est un point important. La place de l'émotion et surtout de sa régulation. Donc, comment laisser la place à l'émotion de s'exprimer et comment les gérer? Elles peuvent être également un outil pour lever les conflits et permettre la communication. Ensuite, un autre point est la notion d'anxiété versus sécurité. La gouvernance partagée génère de l'anxiété et donc on se demande est-ce que rassurer suffit-il pour que ça fonctionne? Comme on l'a vu avec Enercop, la sécurité s'apparente au confort et l'organisation traditionnelle est confortable pour beaucoup de personnes. Donc elle offre un cadre sécurisant. Et passer à la gouvernance partagée nécessite donc de sortir de ce cadre sécurisant. Et du coup, il y avait également deux autres éléments majeurs dans la gouvernance partagée. Oui, tout à fait. Donc, je parlerai de l'implication et de l'engagement. C'est deux notions importantes dans la gouvernance partagée. Jusqu'où vont-elles? Comment, par exemple, concilier vie professionnelle et vie privée dans ce système? Et c'est pourtant deux notions complémentaires pour faire fonctionner la gouvernance partagée. Et quels sont les risques, en fait, si on s'implique trop, si on va trop loin? Est-ce qu'il peut aussi y avoir un épuisement chez certains qui veulent passer à la gouvernance partagée sans forcément demander un soutien ou de l'aide? Et enfin, il y a la question du salaire. En fait, les individus en font plus que leur travail parce qu'il y a des réunions de gouvernance, de décision collective, par exemple, et le temps d'apprentissage dans ce système et les ressources à allouer sont non négligeables. Donc, comment va-t-on rémunérer les salariés de façon juste? Voilà pour ma partie. Merci Cécile. Merci Thierry. Oui, tu voulais nous parler des arguments concernant la gouvernance partagée. Oui, nous avons effectivement travaillé un certain nombre d'éléments qui manifestement militent pour le développement de la gouvernance partagée. Le premier qui nous a semblé incontournable, c'est la libération du potentiel de chacun. Thierry, tu as parlé d'ailleurs de lumière qui est en chacun d'entre nous. Je trouve que l'expression est tout à fait parlante. Donc, c'est un potentiel qui se libère pour l'individu, pour chaque salarié, mais également évidemment pour le groupe, pour
manifestement au moins deux raisons. La bienveillance en fait qui accompagne la gouvernance partagée, et puis un des principes qui est très fort, qui est l'équivalence en termes de pouvoir. Un deuxième point qui est là encore assez incontournable, c'est la créativité qui se développe, parce qu'évidemment, il y a une liberté qui est donnée, il y a un principe d'auto-organisation et également des motivations, notamment intrinsèques, qui se développent. Un troisième élément pour l'implantation de cette gouvernance, de ce type de gouvernance, c'est de toute évidence le fait qu'on apprend en permanence et de multiples choses, tant sur le plan professionnel que le relationnel. Ensuite, un élément d'ailleurs lié à l'apprentissage, c'est le droit à l'erreur, qui dans ce type de gouvernance est beaucoup plus favorisé, puisqu'il est supporté par le collectif et non pas par un individu, puisque les décisions sont collectives. Et puis, dernier point, c'est la dimension organique de cette gouvernance-là, contrairement à une gouvernance traditionnelle, qui est en fait une grande horlogerie qui est très mécanique. Là, on est dans l'organique avec tout un tas d'éléments, tout un tas comme dans tout organisme, tout un tas de cellules qui en fait vont développer une écoute entre elles et également une écoute de l'environnement. Très bien. Et du coup, Jean-Louis, quels seraient les points qui pourraient être des limites à la mise en place d'une gouvernance partagée? Alors, le premier point, là encore, qui est incontestable, c'est le temps. C'est un temps effectivement qui passe dans des débats, dans des discussions, dans des apprentissages, comme je le disais, et qui est un temps qui est incompréhensible, puisque de toute évidence, c'est un temps d'appropriation qui doit être fait pour chacun et par chacun. Ensuite, le deuxième point qu'on a noté, alors tout ça évidemment c'est avec des guillemets, c'est la notion d'insécurité. C'est-à-dire qu'on bascule dans un monde où tout est à réinventer, ou quasiment tout. Donc c'est évidemment flippant et anxiogène. Et on se retrouve finalement avec une gouvernance traditionnelle où on est dans un confort, mais qui a plutôt quelque chose d'infantilisant. Et si on va par contre vers la gouvernance partagée, on a une liberté, on est vachement heureux d'avoir cette liberté. Par contre, il y a quelques douleurs liées à cette liberté. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé d'insécurité. Le troisième point, c'est la frustration. On n'en parle pas tout le temps, mais à un moment donné, la gouvernance, elle peut se planter, elle peut ne pas aboutir, elle peut ne pas se développer correctement. Et donc, chaque personne s'est investie, j'allais dire presque corps et âme. Il a quand même beaucoup donné. Et donc, ça peut faire un tout petit peu mal. Et puis alors, dernier point lié à l'intervention de François, c'est la notion d'argent. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'on n'a pas véritablement avancé. Alors, au sein d'Enercop, il y a eu un vrai débat sur la relation qu'on a à l'argent, qui est un point on ne peut plus sensible. Par contre, il n'y a pas de règles qui ont pu être adoptées par tout le monde. C'est que des règles au cas par cas. Et on se retrouve dans des intérêts contradictoires, divergents entre le salarié qui en veut toujours plus, le client qui veut effectivement toujours des prix plus bas, et puis l'entreprise qui a toujours également sa notion de rentabilité qui le tenaille. Ça nous fait plein de beaux sujets, Jean-Louis. Et donc, parmi tout ça, quels sont les sujets que la PAP va souhaiter explorer pour la suite? On aimerait beaucoup se payer le luxe
d'aller creuser encore plein de questions. Il y a la notion de performance. Toute la littérature parle de la performance des entreprises libérées, des entreprises opales. On n'a pas vraiment mis un focus sur la Chouette ou sur Enercop et pas vraiment non plus sur Orange. Par contre, c'est vrai que ce principe qui est un étendard d'un certain nombre d'entreprises, la performance est une conséquence directe du bien-être des salariés, ça, on ne l'a pas vérifié. On aimerait bien sur le terrain aller regarder ça de près. Ensuite, l'autre point, alors j'en parlais tout à l'heure, le retour en arrière si échec. Bon, il y en a plein qui connaissent ce retour en arrière, les Poult, les Favi, les Harley-Davidson, ça ce sont ceux qui sont connus, mais il y en a plein aussi qui doivent s'arrêter. A priori, pour les cadres, c'est pas très compliqué, ça serait même une expérience très valorisante. Par contre, qu'en est-il pour les opérateurs, pour les salariés de base, si j'ose dire, quelle est leur employabilité et quelle est leur frustration lorsqu'ils doivent revenir dans un management très traditionnel. Ensuite, le troisième point, si je lis bien, c'est le pouvoir d'agir. Donc ça, c'est un peu la dimension ergonomique qu'on voulait mettre en avant. De toute évidence, il y a plus de liberté au sein d'une gouvernance partagée par définition. Mais est-ce que pour autant les marges de manœuvre au niveau du travail qui est réalisé, qui est fait, est-ce qu'elles sont plus grandes et est-ce qu'il y a une plus grande fierté, je dirais, des personnes par rapport à leur travail? Et ensuite, dernier point, un sujet qui nous paraît être vachement compliqué, c'est la cohabitation entre les deux types de gouvernance, c'est-à-dire une partie tradie et puis un département ou un service qui essaie de faire de la gouvernance partagée. Comment on fait dans ce service-là pour survivre dans un monde qui est vachement lesté de contrôle, de reporting et de procédures en tout genre. Ok, merci Jean-Louis pour tout ça. On avait des questions spécifiques et du coup, Franck, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ces points spécifiques concernant la mise en place de la gouvernance partagée? Alors, la gouvernance partagée, bon, la première question qui nous est venue quand on a parlé de la mise en place, c'est déjà, sommes-nous tous prêts à partir dans ce type d'organisation? Et là, il semblerait que la question trouve des réponses différentes selon l'état d'avancement qu'il va y avoir sur la mise en place. C'est-à-dire qu'une équipe qui fonctionne en gouvernance partagée depuis un certain temps, je pense notamment à Enercop, il ne reste plus qu'à recruter. Et pour le faire, ils vont plutôt s'orienter sur des gens qui vont avoir le profil compatible avec la gouvernance partagée. Alors, ça reste assez flou, mais on peut assez facilement imaginer que c'est des personnes qui sont plutôt à l'aise avec la dynamique de changement, de responsabilité, d'autonomie, de collectif, bien entendu. Pour autant, cette orientation vers un profil particulier pose deux problèmes. Le premier étant qu'on se prive potentiellement de la pépite, donc de compétences. Et d'autre part, ça rentre en contradiction claire avec la philosophie de la gouvernance partagée qui dit que finalement, on peut tous apporter quelque chose et tous se développer là-dedans. Alors cette difficulté d'intégration, elle est moins importante, moins flagrante quand le collectif démarre une démarche. Parce que là, finalement, c'est toutes les personnes qui ont envie de le faire, qui ont envie de changer, qui vont être les bienvenus. Et à ce niveau-là, peu importe l'appropriation, le niveau de connaissance, il va s'agir de commencer et d'avancer, de grandir au fur et à mesure de l'aventure. Et donc justement, Franck, comment partons à l'aventure? Comment partons à l'aventure? Là encore, sur la méthodologie, je dirais qu'il y a deux extrêmes qui s'opposent, avec d'un côté le leader, alors qu'on va dire charismatique, conscient, humaniste, libérateur, qui va à grands coups d'experts et de séminaires, va plus ou moins imposer le passage à la gouvernance partagée. Et c'est dans des dynamiques où finalement on va avoir des personnes qui savent, qui vont embarquer les autres et qui vont mettre en place une méthodologie qui va les déresponsabiliser. Ce qui, moi, me pose beaucoup de questions, puisque
finalement, la responsabilité est quand même vachement prônée dans la gouvernance partagée. Donc, il y a une contradiction là qui est assez intéressante. D'un autre côté, on va avoir plutôt le collectif, un peu balbutiant, qui lui va se dire on a envie de changer les choses, on a envie de changement, on a envie de faire autrement. Et donc, on va essayer de fonctionner par un fonctionnement essai-erreur avec les personnes qui sont de bonne volonté. Alors, bien entendu, entre ces deux extrêmes, il va y avoir tout un tas de méthodologies différentes, d'intentions différentes, d'accompagnement, d'investissement et d'implication très, très différents. Mais là où on a vraiment senti que la question de la gouvernance partagée et de sa mise en place prenait toute sa dimension, c'est quand on a commencé à considérer que c'était plus une posture qu'un objectif à atteindre à tout prix. Comme le dit l'adage, l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Et dans ce cas-là, on pourrait le comprendre comme, l'important, ce n'est pas d'avoir l'organisation parfaite, c'est d'avoir une organisation qui va épouser le fonctionnement de notre collectif et de son évolution. Et d'ailleurs, quand on parle de ça, on parle aussi de gestion de changement. Et dans les organisations en gouvernance partagée, on n'est pas uniquement sur de l'accompagnement au changement des méthodes et des process, comme c'est fait assez traditionnellement. On va beaucoup se concentrer sur l'évolution des personnes. Parce que s'ouvrir à la gouvernance partagée, c'est arriver à s'ouvrir à une posture dans laquelle, par exemple, la controverse est au service du collectif et elle doit se faire sans ego. En fait, c'est changer de paradigme dans le sens où on va essayer de penser un peu moins à nous et beaucoup plus, je reprends, c'est de penser beaucoup plus à nous et beaucoup moins à moi. Voilà. Très bien. Et tu penses qu'on peut s'approprier tout ça comment? Bonne question. Si je repense aux apports que nous ont fait notamment la Chouette COP, ils nous rappellent l'importance d'avoir vraiment des règles écrites, d'avoir un support qu'on peut transmettre. Alors c'est à propos des outils, des process et des méthodes, assez classiques, mais aussi sur l'histoire, la vision et le fonctionnement dans la gouvernance partagée, avec notamment la charte relationnelle à laquelle on peut penser. Mais là où il y a encore une nouvelle contradiction, c'est comme on l'a vu, c'est une organisation qui va beaucoup évoluer, beaucoup changer. Et donc, on se retrouve dans un exercice un peu périlleux qui consiste à graver dans le marbre pour transmettre et en même temps, comme on évolue, détruire ce marbre-là pour recommencer. Et quand on voit toute l'acculturation qu'il faut faire pour changer complètement de paradigme, passer d'une organisation traditionnelle à la gouvernance partagée, on se dit que ça ne peut pas être imposé, ça ne peut pas être mécanique. Des retours qu'on a eus pendant le webinaire, c'est que finalement, ça se fait par des interactions mutuelles au sein du collectif, autour de plein de petites histoires, alors légèrement différentes ou légèrement appropriées par l'un et les autres. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'il puisse transparaître une espèce de congruence entre les écrits d'une part et ce qui est raconté d'autre part. Et en ce sens, bien qu'il n'y ait aucun outil d'apprentissage qui ait été évoqué à aucun moment, chacun à son échelle va s'approprier à son rythme, alors bien entendu, les outils, les règles, mais aussi l'histoire, la vision. Et finalement, apprendre à travailler au sein d'une organisation qui elle-même va avancer au rythme du plus lent, comme le font les loups, par exemple. Franck, j'aime beaucoup cette image de la meute de loup qui avance au rythme du plus lent. Est-ce qu'on arrive à la fin? Qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion? En guise de conclusion, on pourrait dire, sans trop se tromper, qu'adopter la gouvernance partagée, c'est une quête de longue haleine. L'intention déjà à l'origine de sa mise en place et la méthodologie pour y parvenir pose question, peut soulever des contradictions parfois très fortes. Et le chemin pour parvenir à un fonctionnement qui se veut efficient et durable en gouvernance partagée, ça peut être un chemin qui est assez long et assez tortueux. Les principales causes que l'on a envisagées, le changement culturel qui est très grand, la remise en cause des apprentissages qui se fait de façon très régulière, et le risque que représente le coût humain en cas de marche arrière. Et bien qu'il y ait des expérimentations avec des coûts d'éclat indéniables, je pense notamment à Gore-Tex par exemple aux États-Unis, ce modèle reste minoritaire aujourd'hui dans les modes d'organisation du travail à travers le monde.
Et pourtant, et là où j'ai un grand plaisir à dire pourtant, comme on l'a dit, c'est un voyage plus qu'une destination. Et en ce sens, la mise en place d'une telle gouvernance peut constituer à elle seule une aventure collective extrêmement enrichissante. C'est un chemin qui permet à chacun de s'ouvrir, de développer son plein potentiel grâce à la confiance que le collectif place en chacun de ses membres. Et du coup, on se dit que c'est une situation dans laquelle l'humain retrouve sa pleine puissance et sa place dans un fonctionnement et dans une organisation du travail. Parce qu'elle encourage son développement, son bien-être, sa performance, et par l'accumulation de tout ça, on arrive à incarner le sens que l'on donne à son propre travail. Alors, si aujourd'hui c'est un modèle d'organisation qui paraît un peu utopique ou encore difficile d'accès, il semble malgré tout correspondre aux aspirations de plus en plus de personnes, et je pense surtout aux nouvelles générations professionnelles qui ont besoin de sens, qui ont besoin de bouger les lignes hiérarchiques, et surtout qu'on leur fasse confiance en leur donnant de l'autonomie, de la responsabilité. Et ça, j'ai envie de dire, peu importe notre génération, c'est selon nous une belle opportunité pour l'avenir, et surtout une belle possibilité de réenchanter le monde du travail. On arrive au bout de cette petite vidéo pour vous montrer et vous expliquer les travaux de la PAP. Je voudrais juste qu'on puisse vous faire un petit coucou en espérant que vous avez beaucoup aimé ou que vous avez aimé ou que vous avez trouvé des sujets d'interrogation, de travail, d'intérêt à tout ce qu'on vient de vous raconter. Et on vous dit à bientôt sur les vidéos de la PAP.